Et retour à l'actualité, visite à Washington, coup de fil à Emmanuel Macron, invitation à la presse étrangère. Israël mène une offensive de dernière minute pour tenter de convaincre les Occidentaux de ne pas renouveler l'accord sur le programme nucléaire iranien. Les puissances occidentales doivent cesser de négocier car un accord permettra à l'Iran de gagner des milliards de dollars et de déstabiliser le Moyen-Orient. C'est ce qu'a déclaré hier, ce 24 août, le Premier ministre israélien Yair Lapid, en pleine campagne d'ailleurs pour les législatives israéliennes du 1er novembre. Il a donc dépêché cette semaine son conseiller à la sécurité nationale à Washington. Et pour en parler ce matin, nous retrouvons Jacques Benilouche, notre invité en direct ce matin, journaliste et blogueur. Bonjour Jacques. Bonjour à vous et aux auditeurs. Et merci beaucoup d'être avec nous. Toujours un plaisir d'être avec vous le matin pour... Le plaisir est partagé. Pour entendre vos analyses, Jacques. Alors, on parle de ce voyage du ministre israélien de la Défense Benny Gantz aujourd'hui aux États-Unis, qui rencontrera ce jeudi en Floride le chef du commandement central de l'armée américaine, puis demain le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan, avant de s'envoler pour le Japon samedi. Objectif de cette visite est clair, empêcher donc un nouvel accord sur le nucléaire. Alors Jacques, c'est une affaire qui traîne quand même, ce nucléaire iranien. Est-ce qu'on peut rappeler quels sont les enjeux de ce futur accord qui risque d'être signé dans les prochaines semaines ? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est une mission impossible, une mission sans espoir. On ne voit pas comment Joe Biden pourrait accepter de changer son optique. Il veut un accord avec les Iraniens, cet accord qui avait été signé en 2015 et qui avait été ensuite rejeté par Donald Trump. Joe Biden sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut signer un accord pour cesser le programme, pour arrêter le programme nucléaire iranien. Les Iraniens sont très intéressés par cette solution. Ils souffrent parce que vous savez que les sanctions américaines sont très fortes, oui, très puissantes, mais on sait que Benny Gantz n'aura aucun pouvoir pour faire changer la décision américaine. Alors pourquoi va-t-il aux États-Unis ? Eh bien tout simplement pour essayer, je dirais, de négocier une autre partie. D'abord, il pourrait obtenir un ou deux articles modifiés parce que l'accord n'est pas totalement mis au point. Il pourrait obtenir un ou deux articles modifiés pour Israël. Mais je pense que le but essentiel de cette visite, c'est de dire, nous, Israéliens, nous n'acceptons pas cet accord et nous gardons notre liberté totale d'action. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'Israël ira à la guerre contre l'Iran, c'est quelque chose d'improbable, ça poserait beaucoup de problèmes à la fois politiques et techniques. Israël ne peut pas lancer une attaque sans l'aide militaire des Américains et sans le feu vert des Américains. Alors, quel est l'intérêt ? C'est tout simplement qu'Israël veut continuer à agir contre l'Iran à sa façon. Vous savez que tous les mois, tous les 15 jours, il y a un grand officier nucléaire qui est assassiné. Le dernier, c'est la semaine dernière en Syrie. Oui. Donc, ce qu'il veut faire, c'est des attaques cybernétiques pour essayer de ralentir le programme. On ne peut pas l'arrêter. Il y a une dizaine de sites nucléaires. On ne peut pas se permettre d'attaquer les 10 sites à la fois. Il veut simplement ralentir. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est ciblé, eh bien, on fait gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ouais. Ça, c'est, je dirais, le but. Alors, but d'Israël. Vous parlez d'Israël justement en Iran. Selon un journal saoudien, justement, on l'apprenait hier, des F-35 israéliens auraient pénétré l'espace iranien. Donc finalement, Israël est déjà présent en Iran et agit un petit peu comme il le souhaite déjà pour lutter contre la République islamique. C'est un petit peu le but de la visite de Benny Gantz, c'est de faire comprendre aux Américains que les Israéliens, même si l'accord est signé, ils ne se sentent pas engagés par cet accord et donc ils continueraient à agir au-dessus du ciel iranien, soit pour photographier tous les sites nucléaires et éventuellement utiliser des drones. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on n'envoie plus d'avions, on envoie essentiellement des drones armés, comme ce drone armé qui a été envoyé au Yémen, on ne sait pas. Benny Gantz, le chef d'état-major, avait dit que lors de l'action contre Gaza, ils avaient frappé un pays tiers. On sait aujourd'hui
que c'est le Yémen et que Israël a frappé le Yémen pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont des usines de drones qui se situent au Yémen. Ils ont des camps iraniens au Yémen. Ils ont de nombreux drones partent depuis le Yémen pour attaquer l'Arabie Saoudite et pourquoi pas attaquer Israël. Donc, c'est un moyen pour Benny Gantz de dire nous restons libres de nos opérations. Et le fait d'avoir envoyé les F-35 voler au-dessus de l'Iran, c'était une confirmation de cette liberté d'action de la part des Israéliens. Voilà un petit peu l'objectif. Mais il y aura certainement, cet accord va être signé et on n'a pas d'autre choix. Personne n'aura le pouvoir. Même Netanyahou n'aurait pas pu faire changer la décision de Joe Biden qui veut se désengager et qui ne veut plus avoir de problèmes à régler, surtout qu'il a les problèmes de l'Ukraine aujourd'hui qui sont beaucoup plus intenses. Alors un mauvais accord en tout cas pour Israël, même s'il est signé. Autre sujet d'actualité en Israël, Jacques Benilouche, ce sont les élections israéliennes donc, qui approchent 1er novembre prochain, les 5e en moins de 4 ans. La bataille qui fait rage déjà sur la scène politique israélienne avec ces fameuses primaires des formations rivales à droite, à gauche qui se disputent. Alors est-ce qu'on peut rappeler d'abord, avant d'évoquer les sondages, comment ces primaires fonctionnent en Israël ? Bon, c'est très simple. Les militants ont une liste de candidats. Les candidats se présentent. Il y a des conditions pour certains, comme le Likoud. Il faut avoir tant de mois de présence dans le parti pour éviter que les gens se présentent la veille de l'élection. Eh bien, les militants votent. Et à partir de là, il y a une liste selon le nombre de voix, une liste qui est prévue et qui est décidée. Mais le problème cette fois-ci, c'est que le Netanyahou est beaucoup intervenu dans ces primaires. Il a poussé ses candidats, il a poussé surtout Yariv Levin, qui est son bras droit, pour essayer de persuader les militants. Le vote a été libre, mais les militants ont été briefés au départ. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces élections, eh bien, tout un tas de likoudniks historiques ont été mis en queue de liste. Vous savez qu'il y a maximum 35 députés qui sont élus. Oui. Eh bien, si vous êtes à la 40e, vous n'avez aucune chance. Et des gens comme Uri Edelstein, comme David Bitan, qui est l'aboyeur en titre à la Knesset de Netanyahou, eh bien, ils ont été relégués dans des places subalternes. Il y a aussi un problème qui peut-être vous concerne vous aussi, c'est qu'il y a 2 femmes dans les 20 premières places au Likoud, c'est-à-dire que les femmes sont maltraitées par le Likoud. C'est quelque chose, alors que vous avez dans les partis de gauche, il y a alternance, c'est alternance de femmes et d'hommes. Eh bien là, cette fois-ci, on a un problème. Alors, ce qui peut se passer, c'est que le mauvais esprit va se répandre au sein du Likoud. Alors, quand vous avez le numéro 2 du Likoud, Uri Edelstein, l'ancien président de la Knesset, a été vexé d'avoir été largué à la 20e place. Il sera élu, bien sûr, mais il n'aura aucune chance d'être ministre si jamais le gouvernement passe. Eh bien, il était tellement vexé qu'il envisageait de démissionner. Alors on lui a dit ne démissionne pas, eh bien tu as un moyen de te venger, c'est le jour où il y a un gouvernement de Netanyahou qui va se faire, ben, tu pourras t'opposer à voter contre ce gouvernement, contre le Likoud. Voilà un petit peu où on en est. Quand il y a d'autres élections primaires, ce sont les 2 partis d'extrême droite. Alors, Alors Jacques, justement, c'est aussi intéressant de s'intéresser aux sondages, les résultats de ces sondages qui sont sensiblement les mêmes, qui tombent dernièrement peu à peu, le Likoud qui demeure stable ou qui s'affaiblit légèrement, tout comme le Yesh Atid. En revanche, Itamar Ben-Gvir, sa force juive, se renforce, tandis que le sionisme religieux flirte avec le seuil d'éligibilité. Qu'en est-il exactement? Est-ce que, par exemple, Benyamin Netanyahou a encore une chance de former peut-être un gouvernement? A priori, moi je ne crois pas beaucoup dans les sondages, surtout les sondages israéliens, parce que la façon dont ils sont faits, ce ne sont pas les sondages à la manière française où on a des catégories de gens qui sont interviewés. Ici, c'est au hasard, on vous envoie un message au téléphone, vous répondez, on ne sait pas si vous êtes âgé, jeune, grand, petit, etc. Donc, les sondages se sont toujours trompés et dans beaucoup de cas, les sondages sont payés par des gens qui demandent
d'une certaine manière le résultat aux sondeurs. Alors, donc, ce qui est sûr, c'est que on sait qu'aujourd'hui, aucun des camps de droite comme de gauche n'aura une majorité de 61 députés. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va désigner un Premier ministre, s'il n'atteint pas les 61 députés, eh bien on va désigner l'autre parti, c'est-à-dire le parti de Benny Gantz ou de Yair Lapid. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce qu'on estime et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des félons du côté du Likoud qui vont se venger en disant Netanyahou nous a relégués en bas de course, eh bien nous allons voter pour le gouvernement de l'opposition. C'est ce qui risque d'y avoir. Rappelez-vous ce que je vous dis, vous verrez que nous aurons ce genre de choses, c'est-à-dire que Netanyahou n'a pas bien calculé son coup. Il n'aurait pas dû vexer. Vous savez, l'humiliation, c'est la pire des choses qu'on peut faire à un homme politique. On peut tout accepter, il peut tout accepter, mais pas l'humiliation. Et là, il y a à peu près 5 ou 6 députés, anciens ministres qui sont humiliés, et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes. Il n'y a pas de femmes. Alors ces femmes-là vont peut-être se venger en donnant. Donc on ne sait pas comment va se passer les élections, d'autant plus qu'on ne connaît pas la liste de Yesh Atid et on ne connaît pas la liste de Benny Gantz. Donc on ne sait pas pour l'instant, on a que les listes de droite et d'extrême droite. Alors effectivement, l'extrême droite, alors je voulais faire une précision parce qu'on m'accuse sans arrêt de parler d'extrême droite. Je voulais dire que c'est un problème géographique. Comment appeler quelqu'un qui se trouve à la droite du Likoud, sinon de l'extrême droite? Donc ce n'est pas péjoratif, je ne sais pas pourquoi. Quand on parle en France d'extrême droite de Le Pen ou bien en Israël, les gens sont vexés quand on dit extrême droite. Extrême droite, c'est la droite du Likoud. Eh bien, à l'heure actuelle, l'extrême droite a le vent en poupe en Israël. Alors, on ne sait pas si ça va tenir. Parce que, vous savez, on a eu des cas, je dirais même en France, où l'extrême droite était bien placée et qu'au moment des élections, les gens, quand ils passent leur bulletin, ils réfléchissent à 2 fois. Donc, aujourd'hui, le pays est totalement à l'extrême droite, placé à l'extrême droite, mais le comble, c'est qu'il n'arrive pas à gérer, à créer une majorité parce qu'il y a des blocages au sein des partis de droite. La preuve, c'est que Ben Gvir et Smotrich ne sont pas mis d'accord pour faire une liste commune unique. Merci beaucoup Jacques Benilouche pour toutes ces précisions. Journaliste, on peut vous retrouver sur votre blog Temps et Contre-temps, toutes vos analyses. Merci beaucoup Jacques, à très bientôt sur Radio J.